Mesdames, Messieurs les directeurs et les directrices, chers confrères, chères consoeurs, chers collègues, chers amis du Collège Belgique et de l'Académie, c'est une joie profonde et un immense honneur de vous accueillir ce soir à l'Académie royale au nom de son secrétaire perpétuel, le professeur Didier Vivier, mais qui est retenu ce soir par une importante mission scientifique à l'étranger et qui me demande donc de l'excuser. Alors vous accueillir dans le cadre d'un tout nouveau partenariat entre le Collège Belgique, dont je suis l'administrateur, et la ville de Bruxelles, mais aussi un ensemble de personnes de cette ville est un immense honneur. Et ce n'est pas peu pour une institution comme la nôtre que d'exister et de remplir ses missions dans une ville capitale aussi prestigieuse et aussi cosmopolite qu'est notre région, notre ville de Bruxelles. Et sur ce qui est encore un peu le monde des arts, nous avons toujours été extrêmement sensibles à cette localisation qui est à la fois enchanteresse mais aussi stratégique. Or, mesdames, messieurs, il se fait qu'ici même, en mars dernier, nous avions organisé un très grand colloque en partenariat avec la RTBF, le Conservatoire de la ville de Bruxelles et un ensemble d'associations musicales. C'était un colloque, mais aussi un colloque festival sur le rôle et les bienfaits de la musique dans la vie et dans le développement de notre cerveau. Et ce colloque qui a amené, figurez-vous, pendant 3 jours, plus de 450 personnes dans cet espace, avait pu bénéficier de la prestigieuse salle gothique pour sa soirée d'inauguration. Et c'est sans doute à ce moment-là, dans cette salle gothique, avec nos amis de la ville de Bruxelles, que sont nées cette volonté commune et ce souhait partagé de nous lier, la ville et l'Académie, par une convention de partenariat pour faire en sorte que notre Académie, et notamment le Collège Belgique, qui doit assurer la diffusion critique des savoirs, prennent pleinement part et contribuent à leur juste mesure, bien entendu, au développement de la vie culturelle à Bruxelles. Or, il se fait que dans les statuts de cette noble institution, cette vieille dame qu'est l'Académie, il est dit, je cite, que l'Académie a pour mission de promouvoir des travaux de recherche, mais aussi d'encourager les entreprises scientifiques et artistiques. Et les statuts ajoutent aussi que l'Académie doit être, je cite, un centre de coopération entre les savants et les artistes actifs en Belgique, mais aussi dans d'autres pays. Eh bien, ceci pourrait être, mesdames, messieurs, notre boussole pour les travaux que nous aimerions mener dans le cadre de ce nouveau partenariat que nous avons appelé Créa-Cité. Premièrement, réfléchir et agir ensemble. Deuxièmement, prendre la mesure que la culture et les arts sont des sources, mais aussi des lieux d'émancipation et de liberté. Troisièmement, travailler en commun pour le bien-être et même pour la bonne santé de nos concitoyens, par la promotion des arts, des lettres et des sciences. Quatrièmement, mener un travail de réflexion et de création, mais toujours dans des cadres humains et dans des cadres chaleureux qui ne reproduisent pas des schémas de domination, des schémas de pouvoir ou même de supériorité. Surtout dans une maison comme celle-ci, où l'élitisme peut toujours se cacher dans les travées d'une bibliothèque ou ailleurs. Et puis, enfin, et bien entendu, assurer, et ceci est très important pour nous, assurer nos missions de service public et permettre que cette si belle institution soit au cœur de cette ville comme un lieu de lumière, mais aussi un lieu de chaleur, au service de chacun et de chacune d'entre nous, pour faire en sorte que chacune, nous trouvions ici même, dans les murs de cette académie qui est votre maison, que nous trouvions les ressources nécessaires à la constitution d'un esprit qui soit libre, qui soit critique et qui soit profondément émancipé. Je remercie donc vivement et chaleureusement la ville, et singulièrement son bourgmestre Philippe Claus et notre échevine de la culture Delphine Houba, que je dois malheureusement excuser, en tout cas en ce moment de cette rencontre
peut-être un peu plus tard pourront-ils nous rejoindre, puisqu'ils sont pris dans une importante réunion à la ville de Bruxelles. Mais en tout cas, je les remercie vivement, car nous sommes très heureux, grâce à eux, d'avoir pu créer ce nouveau partenariat entre la ville et l'Académie. Alors pour terminer, encore un très très bref mot au sujet de cette soirée inaugurale, parce que nous l'avons précisément construite avec les équipes de la ville, avec les équipes de l'Académie, nous l'avons vraiment construite dans cet esprit. Bien entendu, vous connaissez le programme de cette soirée, mais permettez-moi de vous donner ce soir rapidement une des possibles clés de lecture de ce que nous allons vivre, voir et entendre. Car en effet, l'artiste que nous avons souhaité mettre au cœur de cette soirée, c'est justement un homme qui porte une mission que nous croyons essentielle ici même. Il pense en effet que si la culture nourrit la société, si la culture crée du lien, si la culture insuffle de la vie, il est important que tout son travail, qui est un travail de metteur en scène, de réalisateur et de plasticien, soit toujours une occasion de rencontre et de partage, avec un souci très important et que je me permets de souligner. Un souci singulier qui est que celles et ceux qui sont éloignés de ces mondes dits de la culture et pour de multiples raisons puissent précisément se rapprocher de ce foyer de lumière et de chaleur. Eh bien, c'est cela, la force de Mohamed El-Khatib que nous accueillons ce soir. C'est cette force-là, me semble-t-il, et c'est cette lumière que nous voudrions faire briller dans les temps qui sont les nôtres et qui sont des temps, reconnaissons-le, quelque peu marqués par l'obscurité. Alors je n'en dirai donc pas plus sur Mohamed à ce stade-ci, d'autant que, mesdames, messieurs, nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir deux co-acteurs de cette soirée et de ces nobles missions de l'Académie. En effet, nous a rejoint aussi ce soir M. Pierre Thys, le directeur général et artistique du Théâtre national Wallonie-Bruxelles, qui porte, avec Mohamed, un superbe projet de création artistique dans la maison Trepeau Sainte-Gertrude, cette maison en plein cœur des Marolles et qui a un peu de son cœur ce soir parmi nous, puisque quelques pensionnaires et quelques membres de cette maison sont là. Et puis, notre amie Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef du journal Le Soir, que vous connaissez bien, et membre titulaire de notre Académie. Alors, mesdames, messieurs, c'est d'abord Pierre Thys qui va monter la scène, et j'ai envie de dire, cher Pierre, la scène de cette rencontre par une évocation dont ce projet de collaboration dont je viens de vous parler, et puis ce sera Béatrice qui va mener ce grand entretien avec Mohamed qui sera suivi, et c'est une des volontés de notre organisation, qui sera suivi d'un moment d'échange avec vous qui nous faites la grande amitié d'être là ce soir pour cette inauguration de ce partenariat entre l'Académie et la ville, le cycle en quelque sorte Créacité. Et puis après, évidemment, parce qu'il faut fêter et célébrer, je vous convie à un verre de l'amitié qui aura lieu dans la salle de marbre de notre Académie. Mesdames, Messieurs, en vous remerciant d'être parmi nous ce soir, je vous souhaite une excellente soirée et je donne la parole immédiatement à Pierre Thys. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Serge Ami. Qui aurait pu prévoir que je serais amené, en tant que directeur général et artistique du Théâtre national Wallonie-Bruxelles, à ouvrir aujourd'hui, avec l'artiste Mohamed El-Khatib et l'éditorialiste en chef du journal Le Soir, Béatrice Delvaux, ce cycle Créacité pour Bruxelles au Collège Belgique. Merci Jean pour cette invitation, merci Noémie Felt, directrice de cabinet de l'Échevine de la Culture, pour cette mise en relation. Ce qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui, c'est que nous avons compris qu'après la Covid-19, l'espace social s'est polarisé, révélant les inégalités criantes que sont racisme, pauvreté, homophobie, sexisme, transphobie, les injustices structurelles et géographiques envers les personnes les plus vulnérables, porteuses de handicap, les enfants, les personnes âgées, les situations de violence, de grand isolement et de maladies chroniques intolérables. Nous comprenons que nous ne sommes pas toutes et tous égaux, égales. Nous comprenons que nous ne sommes pas toutes et tous libres.
Cette prise de conscience nous invite à réfléchir à nos solidarités, ainsi qu'à nos pratiques et à ce que nous avons en commun, et à reconnaître humblement que nous ne sommes pas debout tout seuls. Nous sommes bien toutes et tous interdépendants. Tout est lié et constitue un seul mouvement. Sur ce terrain sensible, les opérateurs culturels et acteurs culturels que nous sommes comprennent soudainement qu'ils doivent se réorienter dans leur pratique de service public. Ce d'autant qu'aujourd'hui, ils sont le passage entre celles et ceux qui sont nés au XXe siècle et celles et ceux qui sont nés au XXIe siècle. Pour moi, cela peut prendre seulement la forme de nouvelles perméabilités relationnelles, authentiques et sincères, entre le théâtre et les artistes, entre le théâtre et ses équipes, entre le théâtre et les publics, entre le théâtre et la ville, entre le théâtre et les lieux de soins, entre le théâtre et les lieux d'enseignement et de diffusion des savoirs. Comme l'entend le philosophe allemand Hartmut Rosa, ce sont des oasis de résonance dont nous avons besoin en démocratie. Pour le Théâtre national Wallonie-Bruxelles, il est important aujourd'hui d'être à ces endroits-là, où l'on accueille, écoute et réagit, où l'on n'exclut pas la confrontation que j'estime nécessaire et indispensable à la démocratie, où les citoyennes et les citoyens peuvent être transformés. Ne pourrions-nous pas d'ailleurs revendiquer que l'artiste est une réformatrice, un réformateur social? Cette exigence d'accueillir ce qui n'est pas soi et qui ne vient pas vers soi, jusqu'au cœur du processus de création à divers degrés et stades, court tout le long des spectacles participatifs du dramaturge metteur en scène, documentariste et artiste associé au Théâtre national, Mohamed El Khatib. Dans un tourbillon d'images, de couleurs, de paroles et de relations, cette exigence est par exemple au cœur du spectacle Stadium qui a ouvert en 2022 ma première saison au Théâtre national, avec sur scène une cinquantaine de supporters du RC Lens et de l'Union Saint-Gilloise. Elle est également au cœur de La vie secrète des vieux, avec des personnes âgées belges et françaises, en création mondiale en mai 2024 au Théâtre national, dans le cadre du Kunstfestival des Arts, juste avant le Festival d'Avignon. Et elle le sera très certainement, à confirmer, au cœur de sa prochaine création avec le prodige du flamenco Israël Galvan en 2005 au Théâtre national et au Festival d'Avignon aussi, en amont. Après une reconnaissance progressive au sein du théâtre subventionné français, les créations de Mohamed El Khatib sont bien la marque d'un engagement citoyen. Qui parle? Pour qui parlons-nous? À la place de qui parlons-nous? Au service de qui parlons-nous? Les créations de Mohamed El Khatib défendent le principe d'un art pour les populations et fait en partie par elles, soulignons-le. La nuance est importante. Il ne s'agit pas d'un art pour et au nom des publics, fait par ses représentants, représentantes, les artistes, mais bien un art pour les populations et fait par les populations avec les artistes. Et c'est d'autant plus important que les créations de Mohamed El Khatib métabolisent ce qu'il y a de plus actif sur la scène actuelle. Elles posent moins des questions de représentation que de relation avec tout ce qui nous entoure, ce que pointe précisément Sylvia Bottella, la dramaturge du Théâtre national Wallonie-Bruxelles, avec qui j'ai préparé cette contribution et cette intervention ce soir. Je la remercie chaleureusement. J'y entrevois là toutes les potentialités et l'importance de la création pensée en tant que relation à l'ensemble du vivant, qui est le cœur de mon projet au Théâtre national. À l'instar de l'artiste Mohamed El Khatib, je suis en train de me perdre dans mes feuilles. À l'instar de l'artiste Mohamed El Khatib, nous devons nous demander comment mêler l'art à la vie quotidienne des citoyens et des citoyennes. Comment pouvons-nous avoir une relation quotidienne à l'art? C'est bien l'un des enjeux politico-culturels majeurs dans la cité auquel aucun technosolutionniste ne peut répondre. Selon moi, c'est l'enjeu du moment. Les deux, art et vie, doivent se lire ensemble et s'étendre dans les espaces. D'ailleurs, les plus grandes transformations sociales ne passent-elles pas par l'émotion
cette forme de sensibilité qui opère un moment d'exception, cette énergie circulante entre les personnes qui est le chemin d'une résistance à la vie moche, abîmée, aliénée, sans joie ni égalité. C'est le travail dans lequel nous nous sommes engagés ensemble, Mohamed El Khatib et le Théâtre national Wallonie-Bruxelles, et en particulier le service de médiation et de relations avec les publics que pilote ma collègue et amie Isabelle Collard, que je salue ce soir. La résidence Sainte-Gertrude, avec Sandrine Vauquier, sa directrice, avec Lauriane Iberkan, sa co-directrice, avec Géraldine Maas, sa coordinatrice, et puis je tiens à les citer, la présence de résidents, Karine et Marc, et puis de collaborateurs de la maison de repos, l'éducatrice Asilis, Marie l'assistante sociale, et enfin François l'ergothérapeute. Alors, ce projet n'aurait pas vu le jour sans l'aide évidemment du CPAS de la ville de Bruxelles, je salue son président ou son ex-président, Khalid Zian, et l'Échevina de la culture évidemment, Delphine Huba, qui ne pouvait être présente ce soir. Donc un projet de centre d'art en maison de repos, maison Gertrude, que nous souhaitons aujourd'hui pérenne. Telle est notre réponse partagée, certes très modeste, à la stigmatisation, à la rationalisation et à la réification de la vieillesse dans nos sociétés. Depuis 2023, nous en faisons toutes et tous l'expérience dans nos pratiques de service public et également dans la production de gestes artistiques qui ont une dimension inclusive, sans pour autant renier la question des esthétiques. Bel et bien, l'expérience de la création permanente nous réanime. Les doutes et les questionnements, les peurs et les rires et les surprises s'entrechoquent souvent sans prévenir. Tout aussi extraordinaire est l'attribution du prix du public de la Fondation Art Explora, Académie des Beaux-Arts de France 2023, pour le coup, à cette maison Gertrude en construction et au Théâtre national, prix qui récompense les projets particulièrement innovants en termes d'engagement des publics. J'en suis convaincu, l'art est un bienfait, plus encore peut-être un recours. Les créations sont des précipités d'amélioration de la confiance en soi et de l'humeur, de soutien psychologique, de réduction de la douleur et du stress, de réintégration sociale et d'empathie qui nous font aller de l'avant. Le vieillissement, c'est bien plus qu'une histoire de fin, c'est une histoire de dignité. Et surtout, pour ces jeunes femmes et ces jeunes hommes de plus de 20 ans, c'est une histoire de corps, une histoire de sexualité, d'amour, de désir et de vie. Sans doute, le caractère transgressif de la maison Gertrude, un centre d'art en maison de repos, se loge-t-il là. Élever le vieillissement à la conscience et à la responsabilité collective, rendre les vieilles et leurs vieux à leurs conditions de sujets agissants, dans l'écoute et les soins, et à une vie plus vraie, plus joyeuse, plus sensuelle et donc plus égale. C'est ce que nous faisons précisément, c'est ce que nous fait précisément l'art de Mohamed El Khatib. Il nous fait du bien sur un air de Brigitte Fontaine. Je vous remercie chaleureusement pour cette écoute. J'en profite pour remercier les équipes du Théâtre national Wallonie-Bruxelles et de la maison de repos Maison Gertrude, sans lesquelles rien ne serait possible. J'ai aussi ce soir une pensée pour notre collègue Serge Domanet, disparu inopinément le week-end dernier. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un échange fructueux à vous deux, Béatrice et Mohamed. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir Mohamed. Ça marche? Oui. Bonsoir. Oui, ça marche. Je suis un peu chamboulé parce que je viens d'entendre Jean et Pierre faire deux oraisons funèbres. J'ai l'impression que j'ai déjà disparu. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils m'ont appelé. C'est pour vous réancrer dans le vivant. Donc moi, je voulais d'abord dire deux mots. Je suis bien sûr là, pas seulement parce que je suis membre de l'Académie, mais surtout parce que je remerciais et l'Académie et le Théâtre National de m'avoir convié à cette rencontre, parce que mon journal, le soir, en fait, est depuis des années en fait très volontariste, et dans l'idée que un journal qui suit l'actualité ne peut pas le faire uniquement par la politique, mais que c'est très important de suivre de façon et d'entremêler dans nos pages en fait la culture,
la politique et la société. Et que très souvent, nous, journalistes, en fait, on manque des instruments de lecture, ou parfois du courage, ou de l'éveil, où on est peut-être parfois assoupi par le contexte politique, ou absorbé, ou on perd notre éveil, notre capacité d'éveil. Et très souvent, le fait d'être en dialogue, en résonance avec le monde culturel, avec les artistes, qui nous sollicitent, est indispensable, en fait, à notre survie mentale, parfois, dans un monde difficile, dont il faut traiter les mots, mais aussi pour notre capacité à le réinventer et à trouver d'autres modes pour traduire, en fait, aux lecteurs et à la société les mots dans lesquels, ou les bonheurs dans lesquels ils évoluent. Et donc, pour présenter un peu à notre façon Mohamed El Khatib, j'ai repris le début d'un article qui avait été consacré à une interview qu'on appelle interview Racine élémentaire, où on avait plongé avec bonheur, avant que le Grand Palais s'intéresse vraiment à votre œuvre, Le Soir l'a fait d'abord. Et donc, c'est une interview dans laquelle on plonge dans une personne, plus que dans son œuvre. Et Catherine Macrel, qui est la journaliste qui vous avait rencontré longuement, commençait son article ainsi. Elle disait « On pourrait presque dire que c'est l'Édouard Louis du théâtre. Tous les deux, d'ailleurs, se connaissent. Mêmes origines modestes, auxquelles ajouter des racines marocaines. Même ascension par les études, Hippocagne, Cagne, Sciences Po, etc. Même engagement politique de gauche, tout en passant par le versant intime de la création artistique. La comparaison s'arrête là, car Mohamed El Khatib déploie un univers bien à lui, et notamment des immersions sociologiques et ludiques dans des réalités souvent dévalorisées. Par ailleurs, au cours de cet entretien, vous aviez confié à nos lecteurs que dans votre chambre d'enfant, vous aviez 2 posters. Un de Maradona. Il faut savoir que vous aviez été convoqué en équipe de France de foot contre le Danemark et l'Écosse, et que votre père vous a autorisé à y aller quand il a été convaincu que ça ne nuirait pas à vos bons résultats. Et par ailleurs, vous aviez une photo du commandant Massoud, et vous disiez, c'est le soldat qui combattait la journée et qui, le soir, lisait des poèmes. Une figure humaniste importante. Juste parce que ça m'a intéressé de le savoir, vous avez failli rencontrer le commandant Massoud, je pense. Vous pouvez nous dire? Vous l'avez raté de peu? Parce que... C'était au moment où j'étais à Sciences Po, et je devais faire un stage à l'étranger. Et j'avais décidé d'aller avec le réseau des instituts français au lycée français de Kaboul. Et je devais aller en Afghanistan. Mais pour moi, c'était un prétexte, ce stage, parce que je rêvais, c'est une figure un peu romantique, de rencontrer le commandant Massoud. Et il se trouve que je devais y aller en septembre 2001. Et quelques semaines, quelques temps avant que j'y arrive, en fait, le commandant Massoud a été assassiné. Des terroristes avaient fait semblant de se faire passer pour des journalistes, et la caméra avec. Et alors, je prolonge juste l'histoire, parce qu'après, je me suis dit, finalement, je ne suis pas allé en Afghanistan, et j'ai trouvé un stage au Mexique, à l'édition mexicaine du journal Le Monde Diplomatique. Et il y avait une autre figure que je voulais rencontrer, une autre figure révolutionnaire, qui était le commandant Marcos. Subcomandant Marcos, et je me suis dit, arrivé à Mexico, j'irai dans le Chiapas, à San Cristobal de las Casas, et j'essaierai de rejoindre le subcommandant Marcos. Et au moment où j'arrive à Mexico, il est arrêté par les autorités. Et à partir de là, je me suis dit, je vais arrêter de porter la poisse à tous les révolutionnaires. Donc c'est terminé. Voilà, donc vous avez un petit portrait rapide, mais qu'on va parfaire au cours de l'entretien. Donc je proposais d'abord qu'on évoque le projet de centre d'art contemporain à la résidence Gertrude, et puis après on essaiera de mieux comprendre en fait ce qui vous guide et pourquoi vous avez décidé de devenir un artiste sociologique ou un créateur sociologique. Enfin, je sais pas, vous nous direz l'expression que vous aimez utiliser pour vous définir ou définir votre travail. Et ensuite, on vous donnera la parole pour poser quelques questions vous-même à Mohamed. Peut-être d'abord nous redire d'où part cette idée de centre d'art contemporain dans une maison de repos. Je crois comprendre que ça commençait par un coup de gueule, en fait, qui s'est produit à Chambéry, au Blé d'Or. Un coup de gueule de la part de la directrice. En fait, c'est un coup de gueule de la directrice, voilà, oui. Tout à fait, parce que comme beaucoup d'artistes, les artistes souvent sont contents d'eux-mêmes. Donc on fait des choses et puis on est content de nous-mêmes. Et là, il se trouve que j'avais travaillé dans un EHPAD à Chambéry au moment du Covid, donc un moment où les vieilles et les vieux mouraient par milliers. Mais il n'y avait pas de transmission possible, il n'y avait pas de rituel d'adieu possible, on ne pouvait pas rentrer dans les EHPAD, donc c'était une période extrêmement douloureuse. Et puis, au même moment, sort en France un livre qui s'intitule « Les Fossoyeurs » de Pierre Castanet, qui dresse un tableau clinique alarmant de la situation des EHPAD en France.
des homes qui sont maltraitants, les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Et donc, d'un coup, il y a une attention qui est portée aux EHPAD. Et à l'invitation de Marie-Pia Bureau, qui dirigeait le théâtre de Chambéry, elle me demande de venir à l'EHPAD de Chambéry pour y rencontrer les résidents et les résidentes. Et j'y vais, mon premier réflexe, que souvent quand on arrive dans un EHPAD pour travailler, on travaille toujours sur la perte de la mémoire, la perte d'autonomie, la déchéance du corps, etc. Et je me suis dit, ah tiens, je me suis fait cette réflexion, c'est dingue, on ne travaille jamais sur la vitalité, sur le désir, sur l'avenir, comme si c'était terminé. Et donc j'ai commencé à interroger les vieilles et les vieux. Je dis les vieilles et les vieux sciemment, parce qu'avant je disais personnes âgées ou seniors, Cap Vermeil, etc. Et à chaque fois je me faisais reprendre par les vieilles et vieux en question, en me disant mais arrête d'euphémiser la vieillesse. C'est très beau, vieille et vieux, c'est un mot noble, donc il faut réhabiliter la dignité de ce mot. Donc arrêtons les périphrases et il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Et donc je commence à parler d'amour, d'histoire d'amour avec des vieilles et des vieux qui se confient à moi de façon très libre, étant un étranger de passage. Je vois que la parole est extrêmement libre. Et parfois, à tel point que ça me mettait un peu mal à l'aise d'être le réceptacle d'histoires d'amour, d'histoires sexuelles. J'étais parfois un peu gêné. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi je ressens une gêne? Qu'est-ce qui... pourquoi ça suscite cette réaction chez moi? Et puis, qu'est-ce que c'est que cet angle mort, finalement, la sexualité des vieilles et des vieux, la question du désir, pourquoi on ne l'aborde jamais? Donc je commence par faire un court-métrage sur la vie amoureuse. Et à la fin de ces 5 jours de résidence, on projette le film. Et ça se passe plutôt bien, et moi je suis plutôt content de moi. Et au moment de partir, effectivement, la directrice, Clotilde Roger, la directrice de l'EHPAD, me dit, bon, ben voilà, tu es content, tu as fait ton truc. Et puis maintenant, tu t'en vas et nous, on va devoir attendre 1 an que viennent des prochains artistes pour qu'il y ait de nouveau une activité. Et effectivement, et ça m'a interpellé. Elle vous a dit, c'est toujours pareil avec vous, les artistes. Vous prenez, vous servez et puis vous repartez. Et d'une certaine façon, il y a une forme d'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'on vient, on produit, certes, parfois des œuvres plus ou moins en relation avec les gens qui sont là, mais il y a presque un rapport de consommation. On arrive, on fait notre production et puis on disparaît. Et c'est extrêmement frustrant. Et à partir de là, je me suis dit, mais comment on peut imaginer un dispositif, imaginer une façon de travailler au long cours et de ne plus être sur le registre de on produit et puis on diffuse, on va à droite, à gauche, mais de pouvoir s'inscrire au long cours sur un territoire avec des gens et de faire en sorte qu'il puisse y avoir un rapport quotidien à l'art. Et pas 1 fois, 2 fois par an, et pas seulement dans la salle polyvalente de temps en temps, mais que de façon régulière, dans tous les espaces, dans toute une maison de retraite, que les gens puissent être confrontés à des œuvres d'art, et donc à des artistes, et donc à d'autres générations, à des gens différents, à une forme d'altérité. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce pari un peu fou en se disant, mais pourquoi on n'implanterait pas des centres d'art à l'intérieur des EHPAD? Donc les Blés d'Or était le premier. C'était le premier à titre expérimental. Il y en a eu d'autres ensuite. Et c'est-à-dire qu'il y en a d'autres en préfiguration, puisqu'on a commencé à travailler un peu à La Rochelle notamment, mais après très vite, c'est celui de Bruxelles, c'est voilà. Celui des Marolles, effectivement, la maison Gertrude, la résidence Sainte-Gertrude, où d'une certaine façon, on transforme les prémices de cette expérimentation, puisque l'idée est jamais d'arriver avec... c'est pas un projet clé en main, mais c'est en fonction de la nature des lieux, de la vie des lieux, des gens, des personnes qui la composent, qu'on imagine un projet de rapport à l'art. C'est-à-dire, on dit centre d'art en EHPAD ou en home, mais dans le fond, ce sont plutôt des lieux de vie, d'essayer de penser des lieux de vie. Alors je me rends compte qu'en Belgique, les homes sont un peu plus chaleureux qu'en France. C'est un peu... ça tient sans doute... en tout cas, il y a une attention sans doute politique, une attention culturelle. On le voit aussi dans le rapport à la mort. Mourir dans la dignité, je veux dire, les Belges sont en avance sur les Français de ce point de vue-là. Sur la question de la fin de vie, comment on la traite, comment on l'accompagne, ça reste en France des tabous importants. Et donc, on essaye d'inventer une façon, en tout cas, d'avoir un rapport à l'art, en tout cas un rapport à la culture, et de faire en sorte que ces lieux, qu'on puisse aller au musée comme on irait à l'EHPAD. Et en France, on a tendance à dire que les EHPAD sont des mouroirs, mais en vérité, certains centres d'art sont aussi des mouroirs.
c'est-à-dire avec des murs blancs, des pratiques austères, un peu rebutantes, voire excluantes, et de se dire comment on peut, d'une certaine façon, non pas transformer les EHPAD en centres d'art, puisque ça serait remplacer presque des mouroirs par d'autres mouroirs, mais plutôt comment inventer une nouvelle façon de faire de l'art et une nouvelle façon de finir sa vie, ou de la finir en beauté. C'est-à-dire et de faire en sorte que ça soit un lieu de vie, un lieu d'hospitalité, de telle façon que moi j'ai pu visiter par exemple une vingtaine d'EHPAD ces 3 dernières années, et il n'y a que 2 fois où j'ai pu me dire là, ok, je verrai bien mes parents ici. Et dans les autres, j'aurais eu un sentiment de honte de devoir y abandonner mes parents. Et donc, j'aimerais que, de façon plus générale, de façon un peu égoïste, que tous les EHPAD, que tous les homes puissent être des lieux de vie, des lieux donc, qui s'inscrivent dans un tissu social, dans un écosystème culturel qui fait qu'on peut aller au musée, on peut aller à l'EHPAD, on va y rencontrer des œuvres d'art, on va y rencontrer des gens, etc., et des personnes. Parce que c'est vrai, ce que vous dites, en fait, c'est que, certes, la première personne qui vit l'entrée à la maison de repos, c'est le senior, la personne âgée concernée. Après, c'est une douleur, une vraie difficulté, un chemin pour tous ceux, pour les enfants, pour les petits-enfants. Ce n'est pas évident de même rendre visite à ses proches dans les maisons de repos, dès lors qu'on y rencontre un environnement soit austère, soit un sentiment d'abandon, enfin, soi-même on est très culpabilisé. Donc c'est vrai que c'est au-delà même de toucher la personne concernée, ça concerne tout un ensemble de personnes autour d'elle, une famille, des amis, enfin c'est vraiment un passage à accompagner ou à faire vivre pour plus que des pensionnaires. Alors ce que j'avais envie de vous demander, c'est, alors évidemment ceux qui sont de la résidence Gertrude ne découvriront rien, mais c'est que vous nous fassiez découvrir ce que c'est, parce que c'est vrai que je pense que si on n'y est pas allé, on ne peut pas deviner ce que ça veut dire faire d'une maison de repos un centre d'art. Et je voulais me permettre de nous y introduire à travers, je suppose qu'ils y sont toujours, parce que je vais me servir de ce que Catherine Macrel y avait vu quand elle a fait son reportage. Donc c'est des mots donc il y a une phrase qui se trouve près de la salle commune et où se déroulait cet après-midi-là un bal latino. Et cette phrase, c'était « Nos vies sont aussi tristes que des fins de puce au jeu de balle, mais parfois la poésie surgit là où on ne l'attend pas. On est heureux que vous soyez là, nous vous attendions. » Et donc, admettons que nous soyons entrés dans la résidence Gertrude. En quoi vous l'avez transformé ou comment en un centre d'art dont une partie des artistes sont les pensionnaires et le personnel, j'imagine aussi. Il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs endroits d'intervention possibles. D'abord, il y a une posture qui est celle, on pense que le défaut qu'on peut avoir parfois en tant qu'artiste, c'est qu'on se dit tiens, on va aller apporter la bonne parole, on va aller apporter de la poésie, on va venir avec la lumière de l'art contemporain, on va éclairer un lieu sinistre comme s'il n'y avait pas de vie dans les EHPAD. Or, la vie, elle est déjà là, la poésie est déjà là. Et donc, on n'est pas là pour apporter la lumière, mais plutôt de faire en sorte que la lumière puisse filtrer à tous les étages et qu'on puisse cueillir la poésie qui est déjà là. Et donc, c'est déjà une autre posture qui est un travail plutôt d'esthétique relationnelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, et la plupart du temps, on demande aux artistes non pas de venir avec une idée préconçue, mais de venir passer du temps sur place, de rencontrer les gens, de rencontrer les pensionnaires, les résidents, les personnels soignants, les personnels qui font vivre la maison, les personnels administratifs, etc. Et au contact des personnes qui sont dans le bâtiment, qui font la vie de ces lieux, alors d'imaginer une œuvre qui va opérer un déplacement et qui, d'une certaine façon, va déranger. Je dis déranger au sens où vous seriez rangé d'une certaine façon, et puis après cette expérience, vous êtes rangé autrement. Et que ça dérange autant les résidents et les résidentes que les artistes. Parce que c'est un lieu qui ne vous attend pas. C'est un lieu qui n'attend pas l'art. Et tant mieux, d'une certaine façon, c'est ce qui est le plus excitant pour les artistes, c'est-à-dire de ne pas être attendu. Et donc ça implique qu'on ne vous tend pas les bras, que les murs ne sont pas là à disposition pour vous attendre. Et donc, il faut négocier, batailler en permanence sur tout. Et donc, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais le résultat fait que les gens vivent une expérience différente, une expérience artistique différente. Et avec parfois, je m'en amusais tout à l'heure en refaisant un tour, par exemple, il y a des œuvres d'art qui disparaissent. Vous allez passer l'après-midi là-bas, hein ? Oui. Voilà, j'ai été cet après-midi, il y a des œuvres qui ont disparu. Alors peut-être que certaines ont été revendues sur la place du jeu de balle juste à côté.
Et c'est pas grave. Et j'ai fait cette réflexion, Géraldine Mas, tu me contrediras pas, j'ai dit, ah ben, ça fait plaisir, un lieu où les gens aiment vraiment l'art, au point de vouloir prendre les œuvres et de les emmener chez eux, dans leur chambre. On peut, en tout cas, c'est la lecture que j'en ai faite. Mais donc, c'est un lieu avec des contraintes. Et les gens sont d'abord là pour vivre, et puis, d'une certaine façon, on dérange. Quand des artistes arrivent, vous dérangez parce que les personnels soignants ont des soins à apporter, avec un rythme extrêmement soutenu, donc on dérange la vie quotidienne, on déplace, et simplement, on a tendance à oublier qu'on n'est pas chez nous, qu'on est chez des gens qui habitent là, à demeure, et donc comment on deal, comment on négocie. C'est leur foyer, hein. Complètement, c'est leur foyer. Donc quand vous arrivez chez quelqu'un, vous ne mettez pas vos pieds sur la table, vous faites... Et donc ça demande une autre posture de travail, et en même temps se pose la question toujours de l'instrumentalisation, avec d'un côté les artistes qui disent « je ne veux pas que mon travail soit instrumentalisé », de l'autre côté des gens qui vous disent « mais moi je ne veux pas être instrumentalisé pour votre travail », etc. Et comment on deal avec cette instrumentalisation réciproque ? C'est-à-dire comment... moi j'ai fait le deuil il y a quelques années de me dire « ah mais je ne voudrais pas que mon travail soit récupéré », par exemple. Et aujourd'hui je trouve ça merveilleux qu'il soit récupéré et que presque ça relève d'un travail d'un service public. Et que dans le fond, on pourrait discuter des critères esthétiques, etc. Mais pour moi, les critères esthétiques n'ont pas de valeur s'ils sont dénués de sens politique, si derrière, il n'y a pas un engagement, si derrière, on n'est pas grandi d'une certaine façon par le travail. Et c'est valable pour l'ensemble des gens qui sont dans cet espace dans ce nouvel espace de relation. Alors si moi je ne suis pas transformé, si les gens ne sont pas transformés, alors pour moi c'est un échec. Et le critère serait plutôt là. La façon dont les gens peuvent s'approprier... Mais vous avez commencé comment en fait ? Vous avez réuni tout le monde en disant, bon allez, qu'est-ce qu'on fait 6 objectifs, les murs, les chambres, les plafonds. Ou vous avez dit, bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ou je ne sais pas comment vous avez abordé le sujet quand vous êtes arrivé pour cette première réunion, peut-être le conseil des résidents, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais... Alors, la méthode est assez empirique, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a des réunions en grand groupe, où on dit aux gens, bonjour, on va faire un centre d'art. Bon, et là, il n'y a pas de réaction, parce que... Bon, quoi un centre d'art, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc ça reste abstrait. Et simplement, le centre d'art, il se matérialise qu'à partir du moment où des artistes viennent en résidence. Et puis quand bien même vous êtes artiste, c'est-à-dire il faut faire vos preuves, c'est-à-dire aller au contact avec les gens. Et c'est dans la relation que naît le travail. Et donc d'expliquer à chaque fois votre démarche. Vous êtes peintre, donc qu'est-ce que vous allez repeindre ? Vous êtes peintre en bâtiment ? Non, je fais des tableaux, etc. Et ainsi de suite. Et donc c'est à chaque fois une négociation et qui vous remet... d'une certaine façon, il y a une forme de désacralisation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas l'artiste attendu qui est sur un piédestal, etc., mais dans le rapport concret, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez nous apporter, etc. Et ça fait beaucoup de bien. Ça vous remet dans la réalité, de plein pied avec la réalité, avec des gens qui ont des préoccupations très matérielles, très concrètes. Et donc, vous ne pouvez pas vous en extraire. Et donc, c'est beaucoup de temps de latence à rêvasser, à échanger avec les gens, et puis à capter des moments comme ça. Comme là, c'est Bernadette, une des résidentes, qui répétait « on n'est pas là pour s'emmerder ». Et donc, c'était pour nous comme un signal, une façon de se dire ce sont peut-être la dernière période de notre vie, et donc on veut la vivre avec une certaine intensité. Et donc chaque expérience doit être intense. On n'a rien contre l'art, qui est aussi une des formules qui a été formulée par un résident, qui est devenu un peu le leitmotiv du centre d'art. On n'a rien contre l'art. Ça a été aussi pour nous une façon de se dire, ah tiens, on n'a rien contre, mais on n'a rien pour non plus. Et donc d'une certaine façon, chacun doit faire ses preuves, et nous encore plus, pour essayer de raconter une histoire ensemble, d'inventer des nouveaux récits. Et c'est comme ça que, assez vite, des artistes viennent en résidence, et ils se mettent à peindre avec les résidents, à tricoter, à imaginer des protocoles où les gens sont impliqués, les gens sont invités à peindre, à écrire, à faire de la photo, etc. Et ils sont à la fois l'objet, les sujets, mais aussi les acteurs, et les acteurs consentants des expériences qui leur sont proposées. Et d'une certaine façon, tous les objets qui sont construits, produits, ont vocation à participer à la dignité des gens. C'est-à-dire à la fois à se réapproprier son image, et souvent il y a un problème d'image, quand vous rentrez à l'EHPAD, vous n'avez pas envie de vous montrer nécessairement, et donc
comment on se réapproprie son corps, son image, et qu'on fait émerger une forme de beauté. Et ça passe parfois par des transformations simples ou par du décalage. C'est-à-dire, l'autre difficulté aussi, souvent quand on a affaire à des personnes dans les EHPAD, c'est toujours sur le prisme du documentaire, de la réalité, qui vous tire vers le bas parfois. Et pourquoi on s'empêcherait des détours par la fiction ? Pourquoi on s'empêcherait de rêver, d'imaginer, de trouver des protocoles qui vous permettent de vous échapper, de vous évader? Et c'est comme ça que, par exemple, le peintre Bonfried, avec la photographe Johan Lamouler, à partir de photos, revisite les images, travaille à une forme de décalage pour leur redonner de la vie. Et à ce moment-là, on ne voit plus simplement une forme de fin de vie ou quelque chose de morbide, mais d'un coup, des repas qui sont immangeables paraissent d'un coup magiques. Enfin, et vous faites une autre lecture de ces scènes de vie quotidienne. Et je crois que un des enjeux est plutôt celui-là. Et puis il y a une transformation très pratico-pratique, c'est-à-dire que c'est presque un prétexte. On y fait des œuvres d'art, mais il y a une forme de bien-être culturel. Le bien-être culturel, ça passe aussi par la beauté des lieux. Et donc, ça veut dire sur quel fauteuil on s'assoit. Et le problème, c'est que vous vous asseyez sur des fauteuils à caractère, disons, ergonomique. Simplement, ils sont moches. Et donc, c'est pas agréable. Et quand vous regardez dans les catalogues du mobilier qui sont proposés pour les EHPAD, on est dedans là, parce qu'il y a des commandes de mobilier à passer, vous dites, c'est pas possible. Enfin, pourquoi on est obligé de s'asseoir sur des fauteuils aussi moches? Est-ce qu'on n'a pas le droit, dans notre vie quotidienne, à avoir... Et donc, je me mets à la place des concepteurs et conceptrices du mobilier pour EHPAD. Certes, il y a des contraintes économiques, il faut que ce soit lavable facilement, il faut que ce soit à bonne hauteur pour que les gens puissent se relever avec des accoudoirs. Et donc, on s'occupe de problèmes très pratico-pratiques, mais de se dire à quel moment on peut intervenir dans la chaîne pour que le lieu de vie soit agréable, pour qu'on puisse se retrouver autour d'un thé, d'une tisane, pour qu'on soit fier et heureux de pouvoir accueillir sa famille dans ces espaces-là, et donc comment on transforme en lieu de vie. Et donc la préoccupation de l'aménagement, de l'intérieur, de l'extérieur, de rendre le lieu vivable, devient finalement le véritable motif derrière le prétexte des œuvres artistiques. Et vous, en fait, par exemple, si on vous demande quel est l'endroit peut-être qui vous a plus plu dans la transformation telle que vous la voyez maintenant, ou celui qui vous semble le plus générateur de vie en fait dans cet espace-là, votre choix à vous, l'endroit où vous dites tiens là, il se passe des choses que j'avais pas vraiment attendues, pour que nous donniez un lieu à vous dans cet espace. Mais paradoxalement, pour moi, c'est le fumoir. C'est-à-dire le fumoir qui est quand même un lieu, disons, un peu sinistre, puisque c'est un espèce de bocal dont les gens se retrouvent pour fumer. Alors soit on adopte un point de vue, disons, j'allais dire moraliste, c'est-à-dire qu'on se dit que les gens, ça va précipiter la fin de vie, donc invitons-les plutôt à ne pas fumer, mais en même temps sont des gens pour qui c'est sans doute un des derniers plaisirs. On va éviter d'avoir des réflexes comme ça trop paternalistes, etc. Et donc dans ce fumoir il y avait une espèce d'image de photo provençale comme ça, mais qui était complètement déconnectée à la réalité locale, cette image provençale, alors que c'est très riche ce qui se passe au Marolles. Enfin, il y a suffisamment de vie. Et donc, comme ça, il y a des choix d'aménagement qui sont toujours un peu curieux, pensés par les designers. C'est pareil pour la couleur des murs. Souvent, on a des espèces j'allais dire jaune, plutôt de jaunâtre, enfin, couleur un peu sinistre qu'on retrouve dans les hôpitaux, etc. Ce qui fait que si vous êtes un peu malade, vous finissez par être totalement malade, ne serait-ce que parce qu'il y a dans les assiettes et sur les murs. Et donc ce bocal, d'un coup, en y inscrivant des choses sur les murs, en transformant cette espèce d'image provençale avec des espèces d'ailes d'ange qui sont là, d'un coup, quand vous passez devant, il y a une espèce de fenêtre. C'est un espèce de tableau permanent qui se recompose, et c'est une des plus belles pièces, c'est-à-dire que c'est un lieu sinistre et qui est devenu un lieu de beauté, et vous pouvez passer du temps devant à regarder les gens en interaction sans entendre ce qui se dit, et à chaque fois vous avez une image qui se fait, et je trouve que c'est un lieu magnifique, et que pour moi c'est une des plus belles œuvres, alors que c'est un espace de vie simplement par quelques de légers détournements, c'est devenu un lieu emblématique. J'avais pas envie de poser la question négativement, mais positivement, ce serait de vous demander qui sont vos alliés
important dans l'idée de pouvoir faire parvenir ce projet en maison de repos. Je pourrais vous demander quels sont les obstacles que vous avez vraiment rencontrés et contre quoi vous avez dû vous battre finalement. C'est-à-dire que ça va de pair. D'abord, un mot des alliés, c'est que ça a commencé à Chambéry, en France. Ça a commencé parce qu'il y a une directrice d'EHPAD qui est une militante. Je dis militante au sens où elle est engagée au-delà de son travail. C'est-à-dire que si elle suit simplement les directives de l'ARS, il ne se passe rien. L'ARS qui est l'organe de gestion, en tout cas des politiques de soins en France, pour dire un peu vite. C'est-à-dire qu'il y a tellement de contraintes politiques, professionnelles, etc., que vous pouvez ne rien faire. Et vous avez la possibilité de ne rien faire, ou alors, pour le dire différemment, c'est-à-dire que le simple fait de gérer la vie quotidienne de l'EHPAD, simplement dans le fait de nourrir correctement les gens, qui dorment dans des bonnes conditions, et que les soins soient assurés, c'est déjà un miracle. Et donc, si après votre semaine de 70 heures, il vous reste un peu de temps et un peu d'énergie, éventuellement, vous pouvez faire un peu de culture, ou considérer qu'il peut y avoir une plus-value, qu'au-delà du soin, l'art peut contribuer aux soins, peut contribuer au bien-être, etc. Peut faire en sorte, et on le voit, et souvent j'évite d'utiliser cet argument, c'est-à-dire que dans les bilans, parfois on nous demande, et je dis voilà, la plus-value de certaines œuvres, c'est d'avoir redonné de la dignité à des gens, c'est de mobiliser leur mémoire, c'est de faciliter, de les rendre actifs, c'est d'un coup de les impliquer dans un projet, et je vois qu'il y a des gens qui ont un regain de santé, qui regagnent des années de vie, qui regagnent des points de vie d'une certaine manière, ça les remet en mouvement parce qu'on s'est intéressé à eux. Mais j'évite de mettre ça en avant en disant que c'est pas l'enjeu, c'est-à-dire qu'on n'est pas des personnels soignants, même si indirectement on contribue au bien-être culturel des gens. Mais ça ne peut se faire qu'avec la complicité des directeurs et directrices d'institutions qui sont convaincus qu'on n'a pas simplement des vieillards qu'il faut médicaliser, mais aussi des gens qui ont encore du désir, qui ont besoin de bien-être culturel, qui ont besoin de bien-être relationnel, et qui ont besoin d'être stimulés intellectuellement, culturellement, et que ça va de pair avec la médicalisation, et que c'est une action nécessaire. Des personnels soignants. Les soignants n'ont pas le temps. Je vois François Lergot qui est là, il a je ne sais pas combien de résidents par jour dans des processus de rééducation, et donc il faut être réellement militant, c'est-à-dire qu'il faut, pour s'investir dans la vie en plus, pour proposer des activités, pour accueillir des artistes qui vous font perdre du temps. Alors c'est à la fois du temps de gagner, mais c'est du temps de perdu concrètement, donc tout ça, il faut que ça rentre dans une organisation. Donc c'est extrêmement complexe, si vous n'avez pas la complicité des gens du lieu, c'est extrêmement difficile. Et ensuite, l'administration, qui parfois... on a tendance à se demander au service de quoi on travaille, au service de qui on travaille. C'est-à-dire qu'il y a tellement de barrières aussi administratives qu'il faut de la fluidité de l'engagement de la part des cadres administratifs, des élus, qui doivent être convaincus et qui doivent pouvoir porter ces projets-là politiquement, en se disant qu'est-ce qu'une politique à destination de la vieillesse. C'est pas simplement des soins, mais c'est un engagement culturel au-delà. Et donc pouvoir agir sur un bâtiment, et ça passe par des choses extrêmement concrètes. Et il y a deux possibilités. Je prends l'exemple à Chambéry de la nourriture. La nourriture est un des enjeux. C'est-à-dire, soit vous passez par une cuisine centrale qui vous donne de la bouffe, je le dis de façon un peu triviale, mais vous vous retrouvez avec de la bouffe dégueulasse, c'est-à-dire la même purée dont on change juste la couleur. Tantôt elle est verte, tantôt elle est jaune, avec des colorants. Mais honnêtement, ça vous rend malade. Soit vous décidez que l'alimentation, que la nourriture participe au bien-être des vieilles et des vieux qui sont là, et auquel cas, ça demande un effort de présentation. Ça demande un effort de pas simplement passer les plats dans des micro-ondes, mais de cuisiner, d'utiliser des produits de qualité, voire d'avoir un jardin, etc., un potager, etc. Et donc, c'est des efforts, tu sais, c'est des efforts, et donc c'est de l'argent, c'est du soin, c'est de l'attention, et ça ne peut procéder que d'une volonté politique. Je me posais du côté des résidents, en fait. Bon, il y a une problématique double, c'est-à-dire qu'il y a les résidents qui sont encore capables de rentrer dans un projet. Il y a beaucoup de problématiques de démence
ou d'Alzheimer, etc. De l'autre côté aussi, parce que je disais, quand vous avez fait ce projet, par exemple, de photos qui racontent les chemins de vie, je veux dire, pour le dire crûment, je vais régulièrement en visite dans une maison de repos. La première chose que je vois dans l'ascenseur, ce sont les activités, les avis d'anniversaire, et en même temps, les morts du mois ou de la semaine. Et ça se succède à un rythme effréné. Donc comment vous faites pour gérer dans un projet un peu au long terme, qui implique des gens, quelque part, qui parfois utilisent leur parcours de vie pour gérer le fait qu'en fait, ils disparaissent tout le temps? Ça, c'était presque une des idées premières. C'est de considérer les œuvres comme des hommages. Et comme une espèce de galerie des dons qui est témoin des gens qui sont passés par ici. Et cette idée, elle est arrivée très tôt, au moment du Covid, parce que des personnes disparaissaient, il n'y avait pas d'enterrement possible, en tout cas collectivement, il n'y avait pas de rituel possible, et on s'est dit, mais il faut qu'on puisse mettre en valeur cette mémoire qui disparaît. Et ça peut passer par un objet qui était cher pour la personne en question, etc. Et donc assez vite, la mort s'est invitée, elle s'invite de toute façon au quotidien dans les EHPAD où vous n'avez pas le choix. Et la question du deuil, souvent là, elle se traduit de façon... ce sont les débuts, mais par exemple, il y a un petit hôtel qui a été mis en place à la maison Sainte-Gertrude, un petit hôtel, petit espace de rituel, où on y présente une photo de la personne disparue, où il y a un certain nombre d'objets. Un hôtel AUTEL, hein? Oui, AUTEL, tout à fait. Mais qui est déjà matériellement un espace possible d'adieu, de salut, d'hommage, avec un cahier où on peut mettre un mot, etc. Ce à quoi on avait été confronté à Chambéry, c'est que quand vous mouriez, par exemple, à l'EHPAD, le cercueil était mis à l'arrière de l'EHPAD, le corps, pas le cercueil. Le corps était mis à l'arrière de l'EHPAD, au niveau des poubelles. Et donc, il n'était pas question de sortir le corps par devant, c'était problématique, des résidents ne voulaient pas, en disant « mais non, on ne veut pas voir les morts, etc. » Et donc ils étaient mis en attendant qu'une ambulance vienne chercher le corps. Et on s'est dit « mais c'est pas possible, enfin vous ne pouvez pas transiter là et attendre au niveau des poubelles parce que le lieu n'est pas aménagé. » Et donc un des projets, ça a été d'imaginer un jardin du souvenir, dans lequel les corps pourraient sortir dignement et qu'il y ait un temps de recueillement possible. Et donc ça n'a rien à voir avec une œuvre d'art, simplement c'est la vie telle qu'elle est, de se dire qu'est-ce qu'on accepterait pour nos proches ou qu'est-ce qu'on n'accepterait pas. Qu'est-ce que ça nous renvoie à nous collectivement qu'un corps de mort finisse là entre les poubelles en attendant une ambulance et de partir un peu en catimini de façon honteuse, et comment, y compris la mort faisant partie de la vie, c'est une banalité de le dire, mais comment on la traite dignement jusqu'au bout. Et donc quel chemin possible vers la sortie, à la fois vers la sortie du haut, mais comment on peut sortir par le haut et avec une forme de beauté d'une certaine façon. J'avais une autre question sur l'autonomie, parce que c'est vrai que souvent les personnes âgées qui rentrent en résidence, souvent leurs proches aussi, hein, mais aussi parfois le personnel soignant, etc., considèrent qu'elles ne sont plus des personnes autonomes en fait. On décide beaucoup pour elles, on gère leur argent, on gère leur image, c'est un peu des enfants, c'est un retour... Comment est-ce que vous avez rencontré des réticences en fait, de proches qui peut-être pouvaient penser que la manière dont vous donniez une certaine autonomie de décision à leurs parents pour faire des choses, participer à des photos, est-ce qu'ils ont eu peur qu'on les ridiculise, leurs proches, ou qu'on les entraîne hors de leur volonté? Est-ce que le rapport à la décision du résident, comment vous avez géré ça en fait? Sa capacité de décider pour lui-même en fait, de ce qu'il a envie de faire? Alors ça, moi, je l'ai surtout vécu pour le spectacle que j'ai fait avec des vieilles et des vieux, qui s'appelle La vie secrète des vieux. Qui était centré sur la sexualité après voilà, sur la vie amoureuse, la vie sexuelle après 75 ans. 75. Entre 75 et 102. Et là, effectivement, des enfants se sont manifestés de façon plus ou moins vive. Je repense au fils de Jacqueline Juin, qui était journaliste à la RTBF, qui a 92 ans maintenant. Bien son fils de 60 ans, on ne voulait pas qu'elle participe au spectacle, en disant ça va la fatiguer, elle est trop vieille, ça va être difficile de partir en tournée, et puis est-ce que c'est vraiment raisonnable de parler comme ça de sa vie sexuelle en public, etc. Et donc il y a eu pas mal de réticences de la part des enfants, et donc moi j'ai été témoin comme ça d'une forme d'infantilisation, d'une surprotection, et dans le fond Jacqueline a trouvé la réponse,
Et d'ailleurs, c'est comme ça que s'ouvre le spectacle, puisqu'elle lui a dit un jour, devant ses assauts répétés, mais qu'est-ce que tu veux? Tu préfères que je meure à l'EHPAD plutôt que sur scène? Et à partir de là, ça a été le... Il n'a pas su quoi répondre. Il est venu sur scène. Alors le spectacle commence comme ça, il vaut mieux mourir sur scène qu'à l'EHPAD. Et quand il a assisté à la... Je ne sais plus si c'était la générale ou la première, il nous a confié n'avoir jamais vu sa mère aussi heureuse. Il te rend compte, il a fallu que tu attendes 91 ans pour briller comme ça sur scène. Et elle était épanouie. Et elle a regagné des années de vie. C'est-à-dire qu'elle était à Lisbonne ce week-end, il y a 15 jours, elle était à Rome, et elle tourne avec le spectacle. Et donc, parfois, nous, enfants, on n'est pas les mieux placés. Alors que les artistes, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est des étrangers de passage. Et donc, on arrive, on n'a pas le background, on n'a pas l'histoire, et donc on prend les gens tels qu'ils sont, les personnes telles qu'elles sont, et donc sans préjugés, et on ne préjuge pas de leur capacité à faire ou à ne pas faire. Et de même, le fait d'être un étranger de passage, les gens se confient assez directement, assez librement, parce qu'il n'y a pas de crainte d'être jugé, il n'y a pas d'enjeu, et donc les gens peuvent parler très librement de leur vie privée, de leur vie intime, de leur vie sexuelle, de ce qui va, de ce qui ne va pas, avec une grande liberté. Et ça, c'est une des forces du coup du travail artistique qui peut être fait comme ça, et puis avec d'autres générations. Ça permet de rencontrer des jeunes gens, des gens totalement différents, des gens d'une autre culture que la vôtre. Et d'une certaine façon, on a un creuset dans les homes là, à la fois intergénérationnel et de mixité sociale. Et c'est ce que permet ce type de projet. Donc c'est un centre d'art ouvert au public. Moi, je sais, dans la maison de repos dans laquelle je vais, dans un couloir, en haut, il est écrit « Ton regard m'importe, enfin, est important ». Or, moi personnellement, j'ai du mal à entrer en contact avec certains résidents. Je ne sais pas si je dois dire bonjour. Il n'y a pas beaucoup de modes d'emploi en fait. Mais bon, moi par ailleurs, je connais quelqu'un à l'intérieur, donc au fur et à mesure, j'y retourne, je pose des questions, je m'habitue. Je suis éduquée un peu, on m'apprend un peu à comment faire les choses pas mal en fait. Aller au-delà de ma peur ou de mon dégoût ou des choses comme ça. Et donc, je me demande alors comment quand même faire que des personnes qui n'ont aucun rapport, aucune nécessité d'y aller, vont quand même y aller. Voir ces centres d'art. Pourquoi, comment les gens vont rentrer là, en fait, s'ils n'ont pas quelqu'un à y voir? Alors ça, c'est un peu pour le coup notre travail, c'est trouver des prétextes pour que les gens aient plaisir à y venir, avec cette particularité qui est que, par exemple, la Maison Gertrude, gérée par le CPS, c'est aussi des gens, il y a des personnes âgées, mais il y a aussi des personnes en situation de grande précarité, de grande fragilité. Et donc vous avez des gens, des profils très différents, y compris des profils de personnes que vous pourriez avoir tendance à fuir, en fait, en se disant à être un peu inquiet, etc. Et donc ça demande d'une certaine façon un effort quand il y a des espèces de barrières comme ça, dès lors qu'on ne parle pas aux gens, qu'on ne les connaît pas. Et donc, en tout cas, le travail participe, de mon point de vue, à lutter contre ces préjugés qu'on peut avoir, et qui que vous soyez, hein, je dirais moi le premier. Et donc, comment on lutte contre soi-même pour entrer en relation avec les gens. Et la stratégie, d'une certaine façon, qu'on développe, c'est celle de rendre le lieu vivant et joyeux. Et donc, par exemple, d'y organiser régulièrement des temps de rencontre, un vernissage, une inauguration, un vernissage, mais un peu différent, c'est-à-dire que le vernissage se finit par un bal, et donc, ou par une soirée dansante, ou par un goûter dansant, et donc de rendre le lieu vivant, et d'y inviter des artistes qui développent un travail. À la fois, il y a des jeunes artistes inconnus, et en même temps des artistes qui sont connus, qui ont une réputation nationale, internationale, qui fait que vous vous déplacez. Et je ne le dis pas de façon cynique, c'est aussi pour éveiller la curiosité, parce que vous allez venir voir un artiste connu au niveau national, international, en disant « Ah tiens, il y a tel ou tel artiste qui est venu, c'est que ça doit valoir le coup, ça participe de la qualification du lieu sur le plan artistique, et puis ça vous permet de découvrir un autre artiste peut-être moins connu, et puis d'y rencontrer des gens et des résidents. » Et donc, mais c'est ce que font d'une certaine façon les musées, d'une manière générale. C'est ce que font les programmatrices et les programmateurs de théâtre. Et dans une saison de théâtre, vous avez des noms reconnus qui sont rassurants pour le public, qui sont des repères, et puis des choses qui relèvent de la curiosité, des prises de risques. Et effectivement, aller dans les pattes comme ça spontanément, peut-être demain vous n'irez pas spontanément dans le home de Sainte-Gertrude, mais si vous y apprenez qu'il y a une performance de tel artiste singulier dont vous suivez le travail, que vous avez vu au Théâtre National ou ailleurs, ou au Wills, etc., vous allez pouvoir y aller. Et donc l'idée, c'est d'en faire un lieu comme un autre, et de permettre aux artistes aussi
d'avoir un autre terrain de jeu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un artiste connu, qu'est-ce qui fait que, par exemple, le cinéaste Alain Cavalier, qui est passé du Festival de Cannes à l'EHPAD de Chambéry, c'est parce que d'un coup, il y a un intérêt, et il y a un intérêt qui est déconnecté de la logique marchande. C'est-à-dire que... Alors, je vais parler de façon un peu triviale. Alain Cavalier, si on l'invite à La Rochelle, au Festival de La Rochelle, on va le dire, voilà... pour 15 000 €, venez passer une semaine avec nous et venez produire un court-métrage avec les gens, etc. Et si on lui dit, Alain, est-ce que tu veux bien venir à la Maison Gertrude, tu vas être payé 2 000 € et tu vas manger à la cantine avec les résidents de la purée verte et rouge. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il va accepter de venir? Ça va se dire, là, d'un coup, en tant qu'artiste, j'ai une utilité, il y a la question du sens. C'est-à-dire, je sais pour qui je vais produire une œuvre, avec qui je vais la produire. Je sais ce que ça va me déplacer, moi ça va me faire prendre des risques parce que je ne suis pas attendu dans cet espace qui n'est pas un espace consacré, et c'est extrêmement excitant aussi d'une certaine façon pour les artistes d'œuvrer là où vous n'êtes pas attendu et de transformer le regard que les gens peuvent avoir sur une institution et d'interroger la question de la valeur. Parce que donc, qu'est-ce qui fait la valeur? On pourrait penser que c'est la valeur marchande et que l'argent participe à la valeur d'une œuvre. Il y a la reconnaissance par les experts, une qualification par les musées, donc voilà, le marché de l'art, les musées, et puis il y a la valeur, il y a une autre valeur qui est la valeur affective. Et parfois, il y a certains objets que vous pouvez avoir dans vos portefeuilles, par exemple, une photo d'identité, une boule à neige ou que sais-je, c'est-à-dire un objet qui a une valeur affective pour vous importante, que vous ne pourriez pas vendre pour rien au monde. Et cette œuvre-là, cette valeur-là, de pouvoir la mettre en résonance avec des œuvres reconnues, etc., pour moi, c'est le défi, c'est le challenge. C'est-à-dire comment on interroge, on remet en question la valeur marchande au bénéfice de la valeur affective, de la valeur portée par les sentiments, de la valeur humaine. Et la plupart du temps, on se dit, bon, ça, c'est un travail artistique et ça, c'est un travail social. Et d'une certaine façon, on dénigre le travail social en disant bon, c'est un boulot d'animation. Or moi, quand on me demande quel est mon métier, je dis que je suis animateur. D'une certaine façon, animateur de rencontres. Je suis à la fois animateur social, puisque la plupart du temps, dans mes journées, je ne suis pas là en train d'imaginer l'œuvre du futur, mais je suis plutôt en train de négocier comment on va pouvoir acheter des fauteuils qui soient assez hauts pour les résidents et comment on va trouver 1 500 € pour pouvoir repeindre tel mur, etc. Et donc, voilà, cette façon très concrète. Et pour moi, ce sont les deux facettes du même travail. Et d'une certaine façon, la politique culturelle a fait des dégâts en France dans les années 80, où on a dissocié ce qui relevait de la création artistique pure, entre guillemets, d'un travail d'animation sociale, d'un travail d'éducation populaire, d'un travail d'émancipation. Et donc, on a fini par déconnecter les processus de création des processus d'appropriation par les publics. Et donc, voilà, il y a eu deux chemins différents. Et donc, j'essaie d'imaginer en tout cas une troisième voie qui serait une voie de réconciliation, surtout en ces temps où un peu difficiles, où il y a beaucoup d'exclusion de fait pour tout un tas de raisons. Comment on essaie de créer des surfaces de réparation, de faire des espaces où se réunissent ces préoccupations, et vous pouvez légitimement avoir à la fois une préoccupation sociale, sociétale, une préoccupation artistique, à la fois travailler la forme, puisque la forme, c'est aussi une manière d'interroger le sens, et à la fois de trouver des prétextes, des œuvres qui relient les gens entre eux, et des gens très différents. Ça mène une question, parce que dans ces fameuses racines élémentaires là, qui avaient été faites dans le soir par Catherine Macrel, vous avez eu cette phrase en disant « Ce qu'on fait pour les gens, mais sans les gens, on le fait contre eux ». Et alors, moi, ça me faisait réfléchir, parce que je me disais « Ok, ça je le comprends bien, vous venez de l'expliquer par rapport au travail des artistes à un moment donné, et la manière dont ils se sont un peu éloignés en fait, du public. Mais est-ce que c'est pas juste en fait ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la facture de ça qu'on paye au niveau politique en fait? Parce que ce que vous dites, on pourrait le dire, je vais le dire des médias, hein, ce qu'on fait pour les gens mais sans les gens on le fait contre eux. On pourrait le dire du monde politique. Est-ce que j'exagère, ou est-ce que c'est pas un peu une des clés de compréhension des votes pour Trump, pour les extrêmes, de la colère des classes ouvrières ou je voyais un article là dans Le Monde ce matin où ils expliquaient que la colère datait de remonter à longtemps, en fait, des gens qui se sentaient un peu exclus. Est-ce que cette phrase n'est pas finalement une clé de compréhension de ce qu'on appelle le fossé, les élites et les autres, en fait? Oui, complètement. Je pense qu'il y a une rupture avec les classes populaires.
très clairement, qui remonte aux années 80, qui s'est accentué dans les années 90. Il y a un... Populaire au sens large un peu maintenant. Hein. Enfin... Oui, mais comment dire? Si vous disiez qu'il remonte aux années 90, oui. C'est-à-dire que je suis partagé sur cette idée, c'est-à-dire qu'à la fois, disons que j'ai un double discours. Quand je m'adresse aux artistes, de façon un peu virulente, je leur dis il faut arrêter l'entre-soi. Il faut arrêter nos cercles fermés, consanguins, de cooptation, qui fait qu'on s'adresse à un public pointu, précis, etc., et qu'on produit de l'exclusion malgré nous, qu'on produit de la distinction. Et que de ce point de vue-là, les musées, par exemple, sont des formidables lieux de distinction qui permettent à certains de s'y reconnaître, de s'y projeter, et à d'autres de ne même pas oser franchir la porte. Donc ça, c'est le discours que je peux tenir à mes camarades artistes. Publiquement, je tiens un autre discours parce que c'est plus délicat, parce que l'autre risque, c'est celui de la question du populisme, c'est-à-dire le passage de l'éducation populaire à comment on essaye d'avoir l'adresse la plus large possible et d'inventer non pas des nouvelles formes, mais de nouvelles adresses pour toucher un public plus large, à celui du populisme qui est le rejet de ce que pratique l'extrême droite d'une certaine façon, le rejet du savoir, le rejet de la culture, or qui est une clé de l'émancipation, qui est une clé du développement de l'esprit critique. Et donc, à cet endroit-là, je dis, il faut plutôt... Enfin, la culture est une arme, d'une certaine façon, d'émancipation. Et donc, je navigue entre ces deux tendances-là, celle d'inviter les artistes à imaginer des œuvres qui ne produisent pas de l'exclusion, et donc d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de créer des œuvres partagées, de faire en sorte que les gens se sentent impliqués, parce que c'est aussi une façon de regagner une forme de dignité, d'avoir des terrains d'expression, de pouvoir s'exprimer, et tout ça, ça participe du bien-être. Et d'une certaine façon, pour ce qui est le cas de la France, par exemple, ce travail était fait par le Parti communiste à l'époque, dans les années 80-90, c'est-à-dire que c'était des espaces, il y avait un encadrement, un accompagnement des ouvriers avec la transmission d'une culture politique. Et peu importe ce qu'on pense des communistes, c'est pas le sujet, mais il y avait une prise en charge collective. Dont vous avez bénéficié quand vous étiez dont j'ai bénéficié, c'est que mon père a eu des cours du soir, des cours de français du soir. Votre père qui était ouvrier dans une forge. Donc, tout à fait, par des militants communistes. Et donc il y avait des pratiques collectives, des rituels, qui fait qu'on vous emmenait au théâtre, on vous emmenait au musée, qu'il y avait des temps d'échange, que d'une certaine façon il y avait une forme d'altérité. Et puis ces prises en charge collectives ont disparu au fur et à mesure. Le libéralisme aidant, il y a eu une forme de repli plus ou moins communautaire, mais ce repli communautaire est aussi le résultat d'une réaction politique à une forme de rejet. D'ailleurs, c'est assez, j'allais dire cocasse, mais par exemple pour la communication de cette journée, ce soir, sur le site Facebook, enfin sur la page Facebook de l'Académie, il y a on annonce la question de la vieillesse et de la culture, et dans les commentaires, quelqu'un a mis « Mais est-ce qu'on doit vraiment demander à un arabe ce qu'il pense de l'intergénérationnel ?» Et je me suis dit... Et des gens répondent en commentaire, et il y a comme ça des gens, et je me suis dit, tiens, c'est impressionnant, c'est-à-dire que ça me touche pas, c'est-à-dire ça me paraît tellement incroyable qu'à visage découvert, des gens... Enfin, je croyais ça possible dans les années 90, mais je me suis dit, là, c'est quand même terminé. Et donc, non, il y a une espèce de relan comme ça, appelons ça raciste, mais peu importe, en tout cas, il y a une fermeture, et on le voit aujourd'hui, enfin, on n'est pas dans un moment politique apaisé de façon générale avec la montée des extrêmes droites en Europe. Mais je me disais, tiens, il y a quelque chose d'une parole décomplexée comme ça, qui fait qu'on peut tirer sur les étrangers, qu'on peut tirer sur la culture en disant que la culture est élitiste, etc., qu'elle produit de la... Est-ce qu'elle a pu faire par ailleurs? Mais peu importe, en tout cas, je me dis qu'il y a un travail important à faire et que ce travail il doit passer par une réforme aussi de nos institutions, en tout cas je parle des institutions culturelles, c'est-à-dire de mettre l'adresse au centre de la vie des maisons. Et donc s'interroger sur l'adresse, ça veut dire comment on travaille avec les gens. C'est une manière de s'adresser, c'est ça? Une manière de s'adresser, et vous ne pouvez pas vous adresser autrement que si vous n'impliquez pas les gens.
C'est-à-dire que si vous ne les impliquez pas dans les processus de création, si vous ne les associez pas à la réflexion, ce qui fait que quand on arrive dans un lieu, on ne dit pas on va peindre le mur en vert parce que j'ai très bon goût et le vert sera très bien, mais il va falloir discuter, négocier avec quelle couleur on va peindre ce mur, pour quel usage, quelle fonction en fonction des gens qui habitent là. Et donc comment on va travailler dans les quartiers avec les gens, comment on va travailler dans les quartiers avec les classes populaires. Et je pense que c'est pied à pied, c'est un travail de fourmi, de terrain qui fait que les gens, à un moment donné, vont pas être touchés par la grâce d'une œuvre d'art, ça je n'y crois pas. La simple confrontation avec des œuvres, c'est pas ce qui va faire que les gens vont se mettre à voter de façon progressiste lorsqu'ils votent pour l'extrême droite, mais c'est plutôt l'altérité, c'est plutôt le fait de prendre des risques, de travailler avec d'autres personnes que celles de votre environnement, c'est la confrontation d'idées au quotidien. On va remercier Mohamed El Khatib pour le temps passé ici, les explications et toutes les idées avec lesquelles nous repartons. On repart plus riche, je pense. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, donc il y a un petit cocktail qui vous